Quand la dépendance affective tente en vain de combler un vide intérieur. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode, notamment sur le podcast Spotify, pour vous parler justement de la dépendance émotionnelle, parce que c'est un sujet, je dirais finalement intemporel, qu'on peut toute une fois rencontrer dans notre vie, ou qui pour certaines est un schéma qui se répète de plus en plus au fur et à mesure des années. Et j'avais envie de le réaborder, puisque je l'aborde beaucoup sur ma chaîne, d'une manière différente, d'une manière peut-être un peu plus ciblée pour éclaircir certaines personnes sur en quoi est-ce que c'est problématique, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, et quel est en fait finalement le schéma qui se répète et qui est le plus problématique en lien avec la dépendance affective, et comment est-ce que ça se répercute dans les relations amoureuses. Donc pour les femmes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, praticienne en hypnose directive, en constellation familiale et en reprogrammation neuronale profonde. Depuis 2020, je vous accompagne à renforcer votre estime de vous-même, à sortir de la dépendance affective et à renforcer votre estime de vous pour que vous puissiez justement être plus épanoui dans vos relations amoureuses, vous sentir libre, vous sentir à la fois confiante et capable d'être dans une relation tout en conservant vos besoins et votre sécurité émotionnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et le bouton Spotify également, en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les épisodes le soir en semaine. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour ». Et pour pouvoir la télécharger, je vous invite à aller dans la description, à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Regardez-la bien jusqu'au bout car vous avez une surprise pour vous à la fin. Pour remettre justement le plus de définition sur le sujet de la dépendance affective, on peut dire que finalement la dépendance affective, ça correspond dans le fait d'avoir constamment peur de perdre l'être aimé, d'avoir un attachement anxieux qui nous pousse justement à rechercher toujours des signes d'attention de la part de l'autre, des signes d'intérêt de la part de l'autre, des signes de valorisation, d'approbation de la part de l'autre, non pas forcément parce qu'on aime la personne telle qu'elle est, en tout cas c'est ce qu'on pense, parce que finalement on n'a pas vraiment notre propre esprit critique quand on est dans de la dépendance affective, mais justement on est dans ce mécanisme constamment anxieux qui ne s'arrête jamais, d'avoir peur de perdre l'amour de l'autre. Finalement, c'est ça le plus souffrant dans la dépendance affective, c'est cette idée que on a besoin de l'autre pour se sentir exister. Il n'y a que l'autre qui compte. Il y a aussi le fait d'attendre de l'autre finalement qu'il vienne combler nos besoins affectifs. C'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on souffre de dépendance affective, mais quand on part du principe qu'on a besoin de l'autre, qu'on a besoin de son amour, c'est bien parce qu'on confère à ce moment-là à l'être aimé ou à la figure d'attachement une sorte de pouvoir d'autorité ou de pouvoir de gestion émotionnelle sur nous. Donc c'est que consciemment ou inconsciemment, c'est comme si finalement nous-mêmes, on pensait qu'on n'avait aucun pouvoir sur nous, on pensait qu'on ne pouvait pas répondre à nos besoins ou que juste notre manière d'exister à nous-mêmes ne serait pas suffisante comparée à la présence d'un autre vis-à-vis de nous-mêmes. Et en même temps, même quand l'autre est là, finalement, comme on ne se connaît pas nous-mêmes, qu'on ne connaît pas forcément nos besoins et que nos besoins ne sont jamais remplis parce que c'est comme un seau qui est troué, dès lors qu'on a justement de l'attention, on en redemande parce qu'il n'y a aucune sécurité au fond de nous, l'autre n'y répond jamais complètement ou jamais suffisamment, ce qui fait qu'on est toujours encore plus dépendante de lui. Et puis, justement, lié à ça, la conséquence de tout ça, c'est que plus on continue, plus on se sent incomplet dans la relation, plus on a la sensation de ne pas avoir de sens personnel,
de pas avoir de direction, de pas avoir d'autres passions, de pas avoir d'autres envies, de pas avoir d'autres intérêts, de pas avoir d'autres priorités. Et plus ça continue, plus notre estime de nous, elle va justement se déstabiliser encore plus, devenir de plus en plus faible et de plus en plus dépendante du regard de l'autre. C'est pour ça aussi que c'est la porte ouverte à encore plus de violence aussi au sein des relations, de dépendance, d'emprise, de manipulation, parce que les personnes justement qui sentent qu'elles ont besoin de l'autre pour être aimées peuvent accepter encore plus des situations de violence inouïes et inacceptables. Donc, c'est pour ça qu'on dit que justement la dépendance affective, son intention positive, c'est de tenter de combler le vide intérieur de la personne, parce que les personnes qui emploient ce mécanisme-là, ce qui est tout à fait inconscient, on se dit pas un matin, tiens, je vais être dépendante affective. En fait, on développe ce mécanisme-là de la même manière qu'un enfant qui a un attachement ambivalent et qui ne se sent pas aimé par ses parents parce que ses parents ne sont pas là, qui sont tout le temps disponibles, que finalement on l'aide jamais et qui se trouve tout le temps seul, développe un mécanisme de survie qui est de dépendre de ses parents, de les alerter, de pleurer, de faire encore plus de crises et de se montrer 2 fois plus dépendant parce qu'en fait il n'a pas le choix. Et c'est ça en fait le mécanisme de la dépendance affective. Et l'intention derrière, c'est d'essayer de combler d'une part une estime de nous-mêmes qui est affaiblie. On va voir ensuite quelles en sont les raisons, mais surtout cette sensation de vide intérieur, que sans l'autre on n'est rien, et que sans la relation, c'est comme si on n'avait pas de potentiel, c'est comme s'il n'y avait pas de vie en nous. C'est comme si on cherchait à se remplir de quelque chose qui vient de l'extérieur, parce qu'à l'intérieur on a l'impression qu'on est froid, qu'on est morne, ou même qu'il y a un danger à rester avec nous-mêmes. Et d'où vient ce vide intérieur-là, ou cette sensation d'être vide à l'intérieur? Ça vient très généralement de l'enfance, des blessures d'enfance, de notre éducation, de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Est-ce qu'on a eu des parents toxiques? Est-ce qu'on a vécu de l'emprise? Est-ce que parfois ça peut être des expériences qu'on a eues en étant jeune adulte ou en étant adolescent aussi, des abus qu'on a vécus, mais généralement quand on tombe déjà dans des expériences comme ça, c'est qu'on n'est pas forcément très bien accompagné par nos parents derrière, et nos parents font ce qu'ils peuvent, on n'est pas en train de leur casser du sucre sur le dos, le débat n'est pas là, même si c'est un sentiment légitime qu'on peut ressentir, mais en tout cas, très souvent c'est des blessures d'enfance, c'est des manquements qui ont été ressentis, et il y a encore aujourd'hui, il y en a eu beaucoup dans le passé, il y en a encore beaucoup dans notre société, il y en aura toujours malheureusement. À partir du moment où on est éduqué par des humains qui ont eux-mêmes leurs blessures, qui eux-mêmes viennent d'une famille où il y a eu forcément certains comportements, certains déséquilibres, comme il y en a dans toutes les familles, on va porter justement ces blessures-là ou ces manquements en nous et on va y répondre de la meilleure manière. Il y a des personnes qui vont y répondre en faisant un travail sur elles, il y a des personnes qui vont y répondre en devenant dépressives, parce qu'il y a aussi une intention derrière, même si on ne choisit pas sa maladie, toute maladie a quelque chose à dire. Il y a des personnes qui vont développer des troubles psychopathologiques, ça peut être le cas, évidemment, dans les blessures d'enfance. On peut développer aussi d'autres rapports à la réalité et à son propre esprit, à son propre corps. Il va y avoir aussi les personnes qui deviennent complètement froides, complètement contre-dépendantes, indépendantes de la relation, avec ce mur de glace de résistance face à l'autre. Des personnes qui vont se montrer plutôt agressives, défensives de la relation, c'est-à-dire qu'elles vont être en relation, mais ça va être plutôt une collision qu'une relation avec l'autre. Et puis voilà, il y a tout un tas de comportements qu'on peut développer, dont la dépendance affective. Tout ça va être évidemment soutenu par des croyances limitantes par rapport aux relations, par rapport à nous-mêmes, et par une perte de contact avec nos propres besoins, avec notre propre conscience de notre identité, qui généralement dans la dépendance affective est peu présente puisqu'on est focalisé sur l'autre. Pourquoi la dépendance affective elle est problématique? Parce que dans ce mécanisme-là, tout est déséquilibré. Il n'y a rien qui est objectif. Quand on pense que finalement on ne vaut rien et qu'on n'est rien sans l'autre, on va forcément mettre l'autre sur un piédestal. Donc ça veut dire que déjà, dans la construction de la relation, on va être très souvent en admiration de l'autre
ou en totale dépendance, ce qui généralement n'est pas loin du tout. Et donc déjà ça confère une problématique à la relation parce que c'est-à-dire que déjà dans notre représentation de la relation, on n'est pas assez par rapport à la personne avec qui on est ou avec la personne qui nous choisit. Donc ça déjà c'est problématique parce que dans la relation ça va créer un déséquilibre. Ensuite il y a ce mécanisme qui est le mécanisme de la dépendance affective, c'est je m'oublie, je me sacrifie pour te plaire, pour répondre à tes besoins. Et même pour que tu m'aimes, je dois répondre à tes besoins en me sacrifiant. C'est même ça en fait. Peut-être même pour être légitime d'avoir ton attention, je ne dois pas être moi-même puisque je ne sais pas qui je suis et moi-même ce n'est pas assez, mais je dois déjà me sacrifier en répondant à tes besoins d'une manière extrême, même des besoins que j'anticipe que tu n'as même pas formulés, pour me sentir légitime de recevoir ton attention et ton amour. Et ça crée forcément une peur constante, une peur parce qu'on a besoin de l'autre, une peur parce qu'on ne remarque pas la valeur qu'on a nous, les ressources qu'on a au fond de nous, et une peur constante parce qu'à partir du principe où, à partir du moment où on pense que seul l'autre peut répondre à notre besoin d'exister à l'intérieur de nous, ou notre besoin d'être aimé, forcément, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et comme on ne contrôle pas et que ce n'est jamais acquis et qu'on peut toujours le perdre, finalement, on est toujours dans une anxiété. Donc, on essaye, en se sacrifiant, en se donnant le rôle de se sacrifier pour quelqu'un, en rentrant dans cette représentation de l'amour sacrificiel, on essaye de remplir notre vide intérieur, finalement de réparer nos blessures d'enfance, parce que c'est ça finalement. Mais on n'y arrive pas parce que le mécanisme à travers lequel on le fait n'est qu'une répétition, généralement, de nos propres blessures d'enfance. Et ça, évidemment, on ne le voit pas, et on le voit qu'une fois qu'on a fait de la thérapie ou qu'on s'est intéressé à ce mécanisme-là. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de réparer ce qui nous a manqué en recréant, en fait, ce qui nous a manqué. Pourquoi ce mécanisme ne peut pas fonctionner et qu'il est voué à l'échec? Parce qu'aucun homme ne peut remplir ce vide. Parce que ce n'est pas au rôle d'un homme ou d'une personne de remplir ce vide à l'intérieur de vous. Parce que vouloir que l'autre vous aide à vous aimer vous-même alors que votre amour de vous-même est irremplaçable et qu'il ne tient qu'à vous de le construire, c'est comme demander à quelqu'un qui parle une langue étrangère de nous apprendre notre propre langue. C'est pas possible. On ne peut pas attendre de quelqu'un de nous connecter à qui on est. C'est à nous de faire ce cheminement-là. Et le comble, alors j'ai jamais compris trop ce que ça voulait dire le comble, mais moi je me comprends. Le comble dans la dépendance affective, finalement, c'est de croire que c'est en ayant justement une relation avec quelqu'un d'autre qu'on va pouvoir nous aimer nous-mêmes. Parce que c'est ce qu'on cherche en fait. En fait, on croit qu'en ressentant le sentiment d'être aimé, qu'on ne ressent jamais en étant dépendant parce qu'on est dans l'amour conditionnel et souvent il y a des relations malsaines derrière, on va pouvoir plus nous aimer nous-mêmes. Alors que justement c'est en s'aimant soi-même et en osant braver les blessures de notre enfance, ce qui est ô combien difficile, et encore une fois je ne jette pas la pierre et je peux le comprendre, qu'on va ensuite pouvoir être dans des bonnes relations. En fait, les personnes qui souffrent de dépendance affective, elles en souffrent aussi parce que elles sont persuadées qu'elles vont pas pouvoir dépasser leur passé. Elles sont persuadées qu'elles vont jamais pouvoir dépasser leurs blessures d'enfance et qu'elles ne pourront pas s'apporter ce qu'elles n'ont pas eu. Et je peux le comprendre. Mais regardez, souvent, quand vous avez des enfants, vous les aimez alors même que vous n'avez pas reçu d'amour. Donc pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas vous aimer vous-même alors que vous arrivez à aimer vos enfants? Est-ce que c'est pas une belle contradiction qui montre que c'est aussi ça qui est beau chez l'humain, c'est que même si on n'a pas reçu d'amour, à un point où il n'y a pas eu de déconstruction de l'esprit psychique trop extrême, je pense à des psychopathologies où en fait on n'est plus en contact avec la réalité, et là on peut pas juste en parler en vidéo et dire il suffit de vous aimer et vous serez plus comme ci, comme ça. Non, là c'est encore autre chose. Mais au point où vous avez réussi à vous insérer, que vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, que vous avez pu quand même apprendre un certain nombre de choses, vous pouvez développer cet amour de vous-même. Vous en avez la capacité. C'est juste que ça vous demande de braver quelque chose que vous n'avez jamais fait, et peut-être même que vous ne voulez pas faire parce qu'on ne vous l'a pas donné. Moi, je pense à un exercice
qui est un exercice d'hypnose dynamique qui ressemble en fait à de la PNL, qu'on fait et à distance et en présentiel, qui est magnifique, qui s'appelle l'effet grand-mère. Et cet exercice-là, il est très dur pour les personnes qui n'ont pas reçu d'amour ou pour les personnes qui ont subi des négligences au sein de leur famille. Mais en même temps, il est très beau, c'est parce que c'est un exercice où en fait, on va redonner à nos parents et grands-parents l'amour qu'ils n'ont pas reçu pour que eux-mêmes, une fois qu'ils l'ont reçu, ils puissent nous le donner à nous-mêmes. Et en fait, c'est un exercice qui nous pousse, à travers la métaphore de nos parents, à nous redonner l'amour à nous-mêmes qu'on n'a pas reçu de la part de nos parents, en se mettant à la place de nos parents. Et c'est magnifique, et c'est difficile, et c'est là qu'on se rend compte que des fois, même chez les personnes dépendantes, il y a des fois une résistance à se donner de l'amour, parce qu'en fait, elles savent très bien que c'est le chemin le plus direct pour aller mieux dans sa vie et pour aller mieux dans ses relations. Mais parfois, on a besoin de répéter les blessures de notre enfance parce qu'on a la sensation qu'on ne peut pas faire autrement. Sauf que c'est bien en passant par la reconstruction de votre estime de vous-même et de votre sécurité émotionnelle, et donc en fait en réparant les blessures et les manquements que vous avez eus étant enfant, que vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même, à vos besoins, à votre propre identité, être conscient de votre valeur, nourrir vos besoins par vous-même, et ensuite aborder justement les relations avec un regard beaucoup plus serein, beaucoup plus détaché et surtout beaucoup plus équilibré. Donc c'est ça. Et un conseil aussi que je peux donner, mais je précise à des personnes qui ne souffrent pas de psychopathologie, parce que là ça demande un accompagnement psychologique avec des traitements particuliers, et ce n'est pas un bon conseil à donner pour tout le monde, notamment pas pour les personnes qui souffrent de dépression ou d'autres troubles de l'identité ou autres. C'est un conseil, c'est aussi finalement apprendre à s'aimer soi-même d'une manière ou d'une autre, et se reconstruire par soi-même, c'est aussi affronter son vide intérieur quelque part. C'est aussi apprendre à regarder là où personne n'a regardé, ou là où nos figures d'attachement étant enfants ont jeté parfois de la maltraitance, des croyances négatives, de la violence, des abus. C'est regarder ce qu'on pense être un vide et regarder à l'intérieur de ce vide toutes les ressources qui s'y trouvent. Parce que moi, je peux vous dire parfois que quand je vois ce qu'ont subi des clientes que j'accompagne et qu'elles sont encore là aujourd'hui à s'en sortir comme elles le peuvent, bah rien que dans leur parcours de survie, rien que dans ça, il y a énormément de résilience, il y a énormément de courage, il y a énormément de combativité à en retirer. C'est juste que parfois elles n'en sont pas conscientes et que le travail thérapeutique permet justement de voir en fait tout ce qu'on a, mais qu'on ne veut pas voir parce que personne nous a appris et nous a autorisé à voir le bon en nous aussi. Donc c'est pour ça que parfois on a besoin justement d'être accompagné pour pouvoir regarder tout ça. Donc si vous en ressentez le besoin, c'est vrai que être accompagné par un thérapeute, un praticien, un psychologue, ça peut être une bonne démarche si vous en ressentez l'envie, si vous sentez que c'est le moment. Et qui plus est avec les outils de la thérapie brève, là où l'hypnose va être très utile pour renforcer l'estime de soi, comme l'exercice que je vous ai transmis, la PNL aussi pour travailler plutôt sur vos croyances, sur votre attitude, sur vos comportements, sur votre estime de vous, les constellations familiales pour justement conscientiser les schémas familiaux, les blessures familiales ou les croyances qui vous ont été transmises et pouvoir les laisser dans la famille en rétablissant un équilibre. Et aussi la Kundalini Activation, qui est de la libération émotionnelle, corporelle, dont je vous parlerai plus tard sur cette chaîne. Donc si vous sentez que c'est un chemin qui vous appelle et que vous avez envie de faire justement durant cette année 2025, je serais ravie justement de vous avoir au téléphone pour vous connaître, faire le point avec vous, vous dire comment est-ce que je peux vous accompagner. Et pour ce faire, vous avez une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de cet épisode, de réserver votre appel thérapeutique offert avec moi en choisissant un créneau, en remplissant les questions du formulaire, et ensuite vous pourrez justement m'avoir au téléphone pour qu'on puisse faire un point ensemble et voir si on peut travailler ensemble. Voilà pour cette instruction. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à évaluer le podcast de 5 étoiles pour que la chaîne ait encore plus de croissance, encore plus d'influence
et que ce message soit transmis au plus de personnes possible, de me laisser un commentaire soit sur le podcast, soit sur YouTube si vous avez des questions ou des choses à me transmettre, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis présente vraiment de nombreuses fois, où je vous partage plein de choses. TikTok aussi, Spotify, YouTube, Facebook. Et je pense que déjà c'est pas mal. Vous avez mes identifiants juste là et aussi mes liens dans la description. Je vous dis à très bientôt et je vous dis à plus tard pour un prochain épisode. Au revoir et prenez soin de vous.